Lors du dîner de Noël, ma mère a dit à mon fils de 8 ans, peut-être que si tu parlais moins, les gens t'aimeraient davantage. La table est devenue silencieuse. Les yeux de ma femme se sont remplis de larmes. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit au revoir à grand-mère, mon grand, c'est la dernière fois. Nous sommes rentrés chez nous en silence. À l'aube de la nouvelle année, elle avait été exclue de tout. Je m'appelle Luc, j'ai 34 ans. Et si vous m'aviez dit il y a 2 ans, que je passerais le jour de Noël à conduire pour rentrer chez moi dans un silence de mort. Avec ma femme pleurant doucement sur le siège passager, et mon fils de 8 ans regardant par la lunette arrière, comme s'il venait d'apprendre que le monde n'était pas aussi sûr qu'il le pensait. Je vous aurais dit que vous aviez perdu la tête. Ma mère pouvait être beaucoup de choses. Froide, prompte à juger, bizarrement obsédée par les apparences. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle s'en prendrait à mon enfant. Pas directement. Pas comme ça. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous donner une vue d'ensemble. Car cela ne s'est pas produit dans le vide. Cela se préparait depuis des années, et honnêtement, j'aurais dû le voir venir. C'est juste que je ne le voulais pas. J'ai grandi à Cedar Falls, dans l'Iowa. Une petite ville, des gens bien. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires, mais fait semblant de l'ignorer. Ma mère, Diane, a été institutrice pendant 30 ans. En classe de CM1. Et si vous vous imaginez une femme chaleureuse et bienveillante, qui préparait des biscuits et distribuait des bons points. Je vous demande d'effacer cette image immédiatement. Ma mère était le genre de professeur, que les enfants respectaient par peur, et non par affection. Elle dirigeait sa classe comme un tribunal, et elle dirigeait notre maison de la même manière. Mon père, Ray, était un homme bon. Discret. Il a travaillé toute sa vie au silo à grains. Il rentrait fatigué, s'asseyait dans son fauteuil inclinable, et laissait ma mère s'occuper de tout le reste. Je ne lui en veux pas pour ça. C'était un produit de sa génération. Mais cela signifiait que, lorsque ma mère décidait de quelque chose, c'était la loi, et il n'y avait pas de procédure d'appel. J'ai un frère, Garrett. Il a 2 ans de plus que moi. Et en grandissant, il incarnait tout ce que ma mère désirait chez un fils. Président du conseil des élèves, membre de l'équipe de baseball du lycée. Il sortait avec les filles qu'il fallait, et disait les choses qu'il fallait lors des dîners. Garrett savait comment se comporter pour ma mère, et elle l'en récompensait constamment. Moi, j'étais l'autre. Celui qui parlait trop, posait trop de questions, riait trop fort. Et qui ne pouvait pas rester en place à l'église. Ma mère avait l'habitude de dire des choses comme « Garrett sait comment analyser une pièce. Tu pourrais apprendre de lui. » J'avais 9 ans, la première fois qu'elle m'a dit ça. 9 ans. Et ma propre mère me disait, essentiellement, que ma personnalité était un problème qu'elle aimerait pouvoir corriger. Pourtant, je n'étais pas un mauvais garçon. J'étais un bavard. J'étais curieux. Je voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient. Ce qui se cachait derrière chaque porte fermée, et à chaque coin de rue. J'étais le gamin qui engageait la conversation avec la caissière du supermarché. Qui interrogeait le facteur sur sa journée. Qui s'asseyait à côté du nouveau à la cantine, parce que personne d'autre ne le faisait. Ma mère voyait tout cela comme une lacune. Elle disait que j'étais trop. Et j'ai intériorisé cette phrase, comme si elle était tatouée à l'intérieur de mon crâne. Trop. Luc est tout simplement trop. Avancez rapidement, à travers une enfance passée à être le fils le moins apprécié. Et vous me trouverez à 25 ans, marié à la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Elle s'appelle Jess. Elle est orthophoniste. Ce qui est ironique, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Et elle a ce don de faire en sorte, que tous ceux qui l'entourent se sentent écoutés. Elle est le contraire de ma mère, sur tous les points importants. Quand j'ai parlé à Jess de mon enfance, des comparaisons et des remarques sur le fait que j'étais trop. Elle m'a regardé comme si je lui avais annoncé que quelqu'un avait commis un crime. Ce n'est pas de l'éducation, Luc, a-t-elle dit. C'est du conditionnement. Je l'ai épousée 3 mois plus tard. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Notre fils Oliver est arrivé quand j'avais 26 ans. Et dès l'instant où ce gamin a ouvert les yeux, j'ai su exactement qui il était. Il était moi. Même énergie, même curiosité. Même moteur qui ne s'arrêtait jamais. Oliver parlait à tout le monde.
Il posait des questions sur tout. Il s'approchait d'un inconnu au parc, pour lui demander quel était son dinosaure préféré. Et en moins de 5 minutes, il s'était fait un nouveau meilleur ami. Il était magnétique. Il était joyeux. Il était, selon ma mère. Beaucoup. La première fois que ma mère a dit cela à propos d'Oliver, il avait 4 ans. Nous étions à un barbecue familial chez Garrett. Et Oliver courait dans le jardin, racontant à tous ceux qui voulaient l'entendre, l'histoire du papillon qu'il avait vu le matin même. Ma mère m'a pris à part et m'a dit, « Tu devrais apprendre à ce garçon un peu de retenue, Luc. Tout le monde n'a pas envie d'entendre ces petites histoires. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Je reconnaissais ce ton. Je l'avais entendu toute ma vie. Et maintenant, elle le dirigeait contre mon fils. Je lui ai répondu qu'il avait 4 ans, et que les enfants de 4 ans, ça parle. Elle m'a lancé ce regard. Celui qui dit, « Je ne discute pas avec toi, j'ai simplement raison. » Et elle s'est éloignée. Au cours des années suivantes, c'est devenu une habitude. À chaque fête, chaque visite, chaque coup de téléphone. Ma mère trouvait le moyen de faire une remarque sur la personnalité d'Oliver. Il est très énergique, n'est-ce pas? Pas une question, un diagnostic. Est-ce qu'il reste parfois assis tranquillement? Tu devrais vérifier s'il n'a pas un problème, Luc. Ce niveau de bavardage n'est pas normal. Jess et moi avons emmené Oliver chez son pédiatre. Non pas parce que nous pensions que quelque chose n'allait pas, mais parce que les remarques de ma mère commençaient à agacer Jess. Le médecin nous a dit qu'Oliver était un enfant parfaitement sain, socialement avancé, et doué verbalement. Il a dit, et je cite, « Vous avez un communicateur né sur les bras. Ne laissez personne éteindre cette lumière. » J'aurais dû fixer les limites, à ce moment précis. J'aurais dû dire à ma mère, que ses opinions sur la personnalité de mon fils, n'étaient plus les bienvenues. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une partie de moi, une petite part de moi, stupide et têtue, voulait encore son approbation. Je pensais encore que si je gérais les choses de la bonne manière, elle finirait par changer d'avis. Qu'elle verrait Oliver comme le reste du monde le voyait. Qu'elle me verrait, comme le reste du monde me voyait. C'est le mensonge que je me suis raconté, jusqu'au dîner de Noël d'il y a 2 ans. Le dîner qui a tout changé. C'est ma mère qui organisait Noël, chaque année. C'était son truc. Sa production. La table était dressée comme dans un magazine. La nourriture était impeccable. La maison sentait le sapin, la cannelle, et l'agressivité passive. Garrett et sa femme, Brooke, seraient là avec leurs 2 enfants. Des enfants calmes et bien élevés, car Garrett les avait pour ainsi dire dressés à se fondre dans le décor en société. Mon père serait dans son fauteuil. À moitié en train de regarder le football, à moitié endormi. Et Jess et moi débarquerions avec Oliver. Qui franchirait la porte comme un golden retriever dans une usine de balles de tennis. Prêt à faire des câlins à tout le monde. Et à raconter tout ce qu'il avait appris cette semaine-là. Ce Noël-là en particulier, Oliver avait 8 ans. Il venait de terminer un projet d'école sur l'espace, et il était obsédé par le sujet. Il voulait parler à tout le monde des trous noirs. De la Station spatiale internationale. De la façon dont les astronautes vont aux toilettes en apesanteur. Il vibrait d'excitation, pendant tout le trajet en voiture. Jess et moi avons échangé un regard sur les sièges avant. Nous le savions tous les deux. Nous le sentions. Il y avait quelque chose de plus lourd que d'habitude dans cette visite. Mais nous y sommes allés quand même. Parce que c'est ce qu'on fait. On se présente. On espère que tout ira bien. On se dit que cette fois, ce sera différent. Mais ça n'a pas été différent. C'était pire. C'était le pire de tout. Nous nous sommes garés dans l'allée de ma mère à 16h30 précise. La maison ressemblait à une carte de vœux. Des lumières sur le porche, une couronne sur la porte. De la fausse neige vaporisée dans les coins des fenêtres. Oliver a détaché sa ceinture, avant même que je n'ai mis la voiture sur la position parking. « Papa, tu crois que grand-mère aura envie d'entendre parler de la station spatiale ?» a-t-il demandé, déjà à moitié sorti de la voiture. J'ai regardé Jess. Elle m'a adressé un petit sourire crispé. « Bien sûr que oui, mon grand, ai-je dit. Je n'y croyais pas. Mais je l'ai dit quand même. Car quel genre de père annonce à son enfant de 8 ans,
que sa grand-mère se fiche de ce qui le rend heureux. Nous sommes entrés, et la maison était déjà pleine. Gareth et Brooke étaient dans le salon avec leurs enfants, Mason et Ellie, qui étaient assis sur le canapé, comme si on leur avait ordonné de ne plus bouger jusqu'à nouvel ordre. Mon père était dans son fauteuil inclinable. Ma mère est sortie de la cuisine avec un tablier. Elle m'a étreint froidement, et a étreint Jess de la même manière. Quand Oliver a couru pour passer ses bras autour de sa taille, elle lui a tapoté la tête une fois, et a dit, « Pas de chaussures à l'intérieur, Oliver. Pas de « Joyeux Noël. Pas de « Je suis contente que tu sois là. Pas de chaussures à l'intérieur. » Le dîner était à 18h. De la dinde, de la purée de pommes de terre, un gratin de haricots verts. Des petits pains faits maison. Et de la sauce aux canneberges préparée à partir de rien. Nous nous sommes tous assis. Mon père a prononcé le bénédicité. Et pendant environ 10 minutes, tout allait bien. Gareth parlait de sa promotion. Brooke racontait à Jess une émission de rénovation. Les enfants mangeaient en silence. Oliver mangeait aussi. Mais il sautillait légèrement sur sa chaise. Parce qu'il retenait ses anecdotes sur l'espace depuis 45 minutes, et que le gamin était sur le point d'exploser. Profitant d'un blanc dans la conversation, Oliver a vu son ouverture. « Grand-mère, tu savais que les astronautes de la station spatiale voient 16 levers de soleil tous les jours? Parce qu'ils tournent si vite autour de la Terre, que le soleil se lève toutes les 90 minutes. » Il rayonnait. Ses yeux étaient immenses. Il ressemblait à un enfant, qui venait de découvrir la chose la plus incroyable du monde. Et qui voulait la partager avec quelqu'un qu'il aimait. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son assiette. « C'est gentil, Oliver. » Il a continué. Parce que, bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Il avait 8 ans, il était excité. Et il ignorait que le « c'est gentil » de ma mère était un tir de semonce. Et tu savais que dans l'espace, les larmes ne coulent pas? Elles restent collées aux yeux, parce qu'il n'y a pas de gravité pour les faire tomber. C'est pas trop cool? Oliver, a dit ma mère, toujours sans le regarder. Les gens essaient de manger. Jess a posé sa main sur la jambe d'Oliver, sous la table. Je pouvais la voir faire. Une pression douce, un message silencieux. Mais Oliver était déjà lancé. Et honnêtement, le gamin ne faisait rien de mal. Il partageait quelque chose qui le passionnait, lors d'un dîner de famille. C'est à ça que les dîners de famille sont censés servir. Et encore une chose, a ajouté Oliver, levant le doigt comme un minuscule professeur. Si tu allais dans l'espace sans combinaison, tu n'exploserais pas comme dans les films. Ton sang se mettrait à bouillir, parce qu'il n'y a pas de pression atmosphérique. Et après, tu t'évanouirais en 15 secondes environ. Mason, l'enfant de Gareth, a levé les yeux de son assiette. C'est génial, a-t-il dit. C'était la première fois que j'entendais Mason exprimer un enthousiasme sincère pour quoi que ce soit. Et cela m'a rendu à la fois triste et heureux. Ma mère a posé sa fourchette. Elle a regardé directement Oliver. Et la température dans la pièce a chuté d'au moins 20 degrés. Je l'ai senti. Jess l'a senti. Même Gareth s'est redressé sur sa chaise. Oliver, a dit ma mère. D'une voix calme et précise. De la façon dont elle s'adressait probablement à des élèves turbulents depuis 3 décennies. Peut-être que si tu parlais moins, les gens t'aimeraient davantage. La table est devenue complètement silencieuse. Le genre de silence qui a un poids. Je pouvais entendre l'horloge faire tic-tac dans le couloir. Personne ne bougeait. Le visage d'Oliver s'est décomposé. Comme si quelqu'un avait pris une gomme, et avait effacé toute la joie que ce gamin portait en lui. Sa lèvre inférieure a tremblé. Il a baissé les yeux sur son assiette, et il n'a pas prononcé un seul mot. Les yeux de Jess se sont remplis de larmes. Elle n'était pas du genre à pleurer. En 9 ans, je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a pleuré. Mais là, elle pleurait. Silencieusement. Et je pouvais voir que quelque chose se brisait derrière ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus vif. De la rage, enveloppée de chagrin. J'ai regardé ma mère. Elle avait repris sa fourchette, et mangeait un morceau de dinde. Comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de lui faire exactement ce qu'elle m'avait fait pendant 34 ans.
Et quelque chose a lâché en moi. Pas bruyamment, pas violemment. Plutôt comme un câble qui s'effilochait depuis des décennies. Et qui cédait enfin. J'ai regardé mon fils, dont les petites épaules tremblaient. J'ai regardé ma femme, qui me fixait avec une expression qui disait « S'il te plaît ». Et j'ai regardé ma mère, mâchant sa nourriture. Ignorant la dévastation qu'elle avait causée, comme si ce n'était qu'un bruit de fond. J'ai posé ma fourchette. J'ai plié ma serviette. J'ai reculé ma chaise de la table. Oliver, ai-je dit, en gardant une voix assurée. Dis au revoir à grand-mère, mon grand. C'est la dernière fois. La tête de ma mère s'est relevée d'un coup. Pardon? Nous partons, ai-je déclaré. Et nous ne reviendrons pas, Luc, ne sois pas dramatique, a-t-elle répliqué. Balayant mes mots d'un revers de la main. J'étais juste honnête. Ce garçon n'arrête jamais de parler. Quelqu'un doit bien le lui dire. Non, ai-je répondu. Quelqu'un aurait dû te le dire, à toi, il y a des années. Mais personne ne l'a fait, parce que nous avions tous trop peur de toi. Je n'ai plus peur, maman. Et je ne vais pas rester assis là, à te regarder faire à mon fils ce que tu m'as fait. La pièce était toujours figée. Gareth fixait son assiette. Brooke avait la main sur la bouche. Mon père me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose qui ressemblait presque à de la prise de conscience. Ce que je t'ai fait, s'est exclamé ma mère. Sa voix s'élevant. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai offert un toit. Tu as passé toute mon enfance à me dire que j'étais trop, ai-je répliqué. Et maintenant, tu dis la même chose à mon fils. Tu as regardé un garçon de 8 ans, qui était passionné par l'espace. Et tu lui as dit que les gens l'aimeraient davantage s'il fermait simplement sa gueule. Et ça, en plein dîner de Noël. Je n'ai pas dit de la fermer, Luc. Ne me prête pas des mots que je n'ai pas dit. Tu n'en as pas eu besoin. Il l'a entendu. Nous l'avons tous entendu. Je me suis approché d'Oliver. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Et, mon grand. Regarde-moi. Il a levé les yeux. Les yeux rouges, le menton tremblant. Il n'y a rien de mal chez toi. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il faut. Et nous rentrons à la maison maintenant, d'accord? Il a hoché la tête. Il n'a rien dit. Mon enfant si bavard, si brillant, si curieux et si merveilleux. N'a pas dit un seul mot. Et ce silence a été le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Jess était déjà debout, attrapant le manteau d'Oliver. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle a simplement tendu la main vers notre fils. Luc, si tu franchis cette porte pour ça. Tu surréagis, et tu le sais très bien, a déclaré ma mère. Je me suis retourné une dernière fois. Non, maman. Je surréagis depuis 34 ans. Voilà à quoi ça ressemble quand j'arrête enfin. Nous sommes sortis. L'air glacial de l'Iowa a giflé mon visage, et je me suis rendu compte que mes mains tremblaient. Pas de colère. De chagrin. Parce que je venais de perdre ma mère. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'avais en fait perdue il y a bien longtemps. Je n'avais simplement pas voulu l'admettre. Jusqu'à ce qu'elle dirige sa cruauté vers quelqu'un que j'aimais plus, que je n'aimais l'idée d'avoir une mère qui m'aime en retour. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Oliver s'est endormi sur le siège arrière. Au bout d'environ 10 minutes, Jess a tendu le bras. A pris ma main, et l'a gardée dans la sienne pendant tout le trajet. En arrivant à la maison, j'ai porté Oliver à l'intérieur, et je l'ai mis au lit. Il s'est réveillé juste assez pour demander, « Papa, est-ce que je suis vraiment trop ?» Et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue si fort, que j'ai senti le goût du sang. Pour m'empêcher de m'effondrer devant lui. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je lui ai dit, ne laisse personne te faire sentir petit pour être qui tu es. Il a fermé les yeux, et s'est endormi en quelques secondes. Je suis resté dans l'encadrement de sa porte pendant un long moment, à le regarder dormir. Et j'ai pris une décision. Ni émotionnelle, ni impulsive. Une décision froide, claire et définitive. Ma mère avait eu sa dernière chance. Et elle l'avait utilisée pour blesser mon enfant. La semaine entre Noël et le Nouvel An a été la semaine la plus difficile de ma vie.
Et j'en ai pourtant connu des difficiles. Le lendemain du dîner, je me suis réveillé avec 11 appels en absence de ma mère. 4 de Gareth. Et un SMS de mon père qui disait simplement « Je suis désolé, mon fils ». C'était tout. 3 mots. Pas de suite, pas d'explication. Juste la reconnaissance silencieuse d'un homme qui avait regardé sa femme blesser des gens pendant des décennies, et qui n'avait jamais trouvé le courage de l'arrêter. Les messages vocaux de ma mère étaient une véritable leçon de dérobade. Les premiers étaient indignés. Luc, c'est ta mère. Je n'apprécie pas qu'on me fasse passer pour une méchante, alors que je donnais un retour constructif. Rappelle-moi. Les suivants étaient des tentatives de culpabilisation. J'espère que tu es content. Tu as gâché le Noël de tout le monde. Gareth et Brooke sont très contrariés. Le dernier, laissé vers minuit, est celui qui m'a presque atteint. Sa voix était plus petite, plus douce. Je ne comprends tout simplement pas ce que j'ai fait de mal. J'aime ce garçon. Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi tu me punis. Et pendant environ 30 secondes, assis au bord de mon lit à 1 heure du matin. J'y ai presque cru. Presque. Mais j'ai repensé au visage d'Oliver à cette table. À la façon dont ses épaules se sont affaissées. À la façon dont il est devenu silencieux. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. J'ai posé mon téléphone, et je ne l'ai plus repris. Jess a été mon roc à travers tout ça. Elle ne m'a pas poussé à en parler. Mais elle s'est assurée que je sache qu'elle était là. Elle m'apportait du café sans que je lui demande. Elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, et était simplement présente. Un soir, environ 3 jours après Noël, elle a finalement dit ce qu'elle retenait. Luc, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Si tu ne t'étais pas levé pour nous faire sortir de là. Je l'aurais fait, et ça n'aurait pas été aussi calme. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'étais à 2 secondes de dire à ta mère exactement ce que je pense d'elle. Et ça aurait inclus des mots qui ne sont pas appropriés, pour un dîner de Noël, ni aucun autre repas. Tu as sauvé ta mère de ma colère, honnêtement. J'ai failli rire. Presque. Le plus difficile a été pour Oliver. Dans les jours qui ont suivi Noël, mon fils a changé. Pas de manière spectaculaire. Pas d'une manière qu'une personne extérieure à notre maison aurait remarqué. Mais Jess et moi, l'avons vu. Oliver. Lui qui d'habitude parlait du moment où il se réveillait, jusqu'au moment où il s'endormait. A commencé à se taire. Pas tout le temps. Il continuait de nous parler, de nous raconter ce qu'il avait appris. Mais il y avait une hésitation maintenant. Une pause d'une demi-seconde avant de commencer une histoire. Comme s'il soupesait si cela valait la peine d'être raconté. Comme s'il calculait s'il en faisait trop. Cela m'a détruit. Cela m'a absolument détruit. Parce que j'ai reconnu ce comportement. Cette pause. Ce calcul. Je l'avais fait pendant toute mon enfance. J'avais passé des années à me censurer en temps réel. À gommer les aspérités de ma personnalité. Pour m'intégrer dans l'espace que ma mère avait décrété acceptable. Et maintenant, mon fils le faisait à 8 ans. Parce que sa grand-mère avait planté la même graine dans sa tête, qu'elle l'avait fait dans la mienne. La différence, c'est que je n'allais pas la laisser germer. Jess et moi avons fait asseoir Oliver, quelques soirs avant le réveillon du Nouvel An. Nous avons préparé du chocolat chaud. Nous avons mis un film en fond sonore. Et nous lui avons parlé. Pas une leçon de morale. Pas une grande réunion de famille dramatique. Juste une conversation. Et mon grand, ai-je commencé. Je peux te raconter quelque chose, de quand j'étais enfant? Il a hoché la tête, serrant sa tasse des 2 mains. Quand j'avais ton âge. Grand-mère me disait le même genre de choses, qu'elle t'a dit au dîner. Elle me disait que je parlais trop. Que je faisais trop de bruit. Que je devais être plus comme ton oncle Gareth. Et pendant très longtemps. Je l'ai cru. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Les yeux d'Oliver se sont écarquillés. C'est vrai? Oui. J'ai passé des années à essayer d'être plus silencieux. À essayer de prendre moins de place. À essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et tu sais ce qui s'est passé? Quoi? J'étais malheureux.
Parce qu'il n'y a rien de mal à être une personne qui parle aux gens, qui pose des questions. Et qui s'enthousiasme pour les choses. Ce n'est pas un défaut, Oliver. C'est un don. Jess est intervenu, tu sais quel est mon travail, mon grand? Tu aides les enfants à parler, a répondu Oliver. C'est exact. Je travaille chaque jour avec des enfants, qui ont du mal à trouver les mots. Pour dire aux gens ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin. Ce qui les intéresse. Et toi, Oliver, tu n'as jamais eu ce problème. Tu entres dans une pièce. Et tu l'illumines. Ce n'est pas être trop. C'est être exactement ce qu'il faut. Oliver est resté silencieux pendant 1 minute. Puis il a demandé, c'est pour ça qu'on est parti de chez grand-mère? Oui, ai-je répondu. Parce que ce qu'elle t'a dit était mal. C'était blessant, et c'était mal. Et je ne permettrai plus jamais à personne de te parler comme ça. Même pas à la famille. Et surtout pas à la famille. Est-ce qu'on reverra grand-mère un jour? J'ai regardé Jess. Elle m'a regardé. Je ne sais pas, mon grand, ai-je dit. Cela dépend de si grand-mère peut apprendre à être gentille. Et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'elle en soit capable. Il a hoché la tête lentement. Comme s'il comprenait plus de choses qu'un enfant de 8 ans ne devrait avoir à le faire. Puis il a dit, papa, tu veux entendre comment il recycle l'eau, sur la station spatiale? Et pour la première fois de la semaine. Il n'a pas hésité avant de demander. J'aimerais ça plus que tout, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Au réveillon du Nouvel An, mes décisions étaient prises. Jess et moi nous sommes assis ensemble, et avons discuté de tout. De manière méthodique. Pas avec colère. Pas par réaction émotionnelle. Nous avons établi un plan, et nous l'avons exécuté. Avec la précision de 2 personnes qui en ont absolument fini de se laisser marcher sur les pieds. Premièrement, j'ai appelé l'opérateur téléphonique de ma mère. Et je me suis retiré de la liste des utilisateurs autorisés sur son forfait. C'est un détail que la plupart des gens ignorent. Mais il y a des années, lorsque ma mère a eu du mal à configurer son smartphone. Je m'étais ajouté à son compte, pour pouvoir gérer les choses à distance. Je payais sa ligne téléphonique depuis 3 ans, sans même qu'elle me le demande. Cela a pris fin le 30 décembre. Deuxièmement, j'ai appelé la société de sécurité domestique. Ma mère avait un système d'alarme sous surveillance, que j'avais installé pour elle 2 ans auparavant. Après une série de cambriolages dans le quartier. Le compte était à mon nom, parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de la paperasse. Je ne l'ai pas annulé purement et simplement, parce que je ne suis pas un monstre. Mais j'ai transféré la facturation à son nom. Ce qui signifiait qu'elle commencerait à recevoir les factures directement. 340 € par an, qu'elle ignorait même que quelqu'un d'autre payait. Troisièmement, et c'était le plus important, j'ai contacté son conseiller financier. Avant que quiconque ne pense que je faisais quelque chose de louche. Laissez-moi vous expliquer. Quand mon père a pris sa retraite, lui et ma mère m'ont demandé de les aider à organiser leurs finances. Je suis expert comptable. C'est littéralement mon métier. Je gérais leurs comptes d'investissement. Leur préparation fiscale. Leurs paiements estimatifs trimestriels. Tout cela gratuitement, depuis 8 ans. Je ne volais rien. Je ne touchais pas à leur argent. Mais j'étais la raison pour laquelle leur argent était organisé, fructifiait. Et n'était pas dévoré par des frais inutiles. J'ai appelé le conseiller, et je lui ai dit que je me retirais en tant que point de contact. Et que toute correspondance future devait aller directement à mes parents. Le conseiller, un homme du nom de Phil, qui travaillait avec ma famille depuis une décennie, a fait une pause au téléphone et a dit, « Luc, êtes-vous sûr? Votre mère ne comprend rien à tout ça. » Je sais, ai-je répondu. C'est son problème maintenant. Quatrièmement, j'ai changé le mot de passe de mes comptes de streaming. Ça a l'air mesquin. Et honnêtement, ça l'était un peu. Mais ma mère utilisait mon Netflix, mon Hulu, et mon Disney+ depuis des années, sans y contribuer d'un centime. Et je me suis dit, que si elle allait traiter mon fils comme un fardeau. Elle pouvait au moins supporter le fardeau, de devoir comprendre comment regarder ces documentaires criminels par elle-même. Au jour de l'an, chaque fil invisible que je maintenais pour le confort de ma mère, avait été doucement et proprement coupé. Elle ne le savait pas encore.
Elle ne le découvrirait pas tout d'un coup. Cela arriverait par vagues. De petites réalisations s'insinuant, au fil des semaines et des mois suivants. Chacune d'entre elles étant un petit rappel. Que le fils qu'elle rejetait pour être trop, faisait en réalité beaucoup de choses. Janvier a été calme. Le genre de calme que l'on ressent, quand on se trouve dans l'œil d'un cyclone. Sachant que le deuxième mur d'ouragan arrive, mais sans savoir exactement quand. Ma mère a essayé d'appeler encore quelques fois, la première semaine de janvier. Mais je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui oscillaient entre l'agacement, la confusion, et la blessure. Chacun offrant une variante différente, de son refus persistant de prendre ses responsabilités. Luc, ça a assez duré. J'ai parlé au pasteur Davis, et il est d'accord pour dire que la famille doit toujours primer. Tu manques à ton père. Tu le fais souffrir en agissant ainsi. Elle n'a jamais dit qu'elle était désolée. Pas une seule fois. Pas pour ce qu'elle avait dit à Oliver. Pas pour ce qu'elle m'avait dit en grandissant. Pas pour quoi que ce soit. Chaque message concernait ses sentiments à elle. Son expérience à elle. Sa version des faits à elle. Dans le monde de ma mère, elle était toujours le personnage principal. Et tous les autres n'étaient que des seconds rôles, conçus pour la mettre en valeur. Gareth m'a appelé à la mi-janvier. J'ai décroché. Parce que malgré tout, Gareth et moi n'avions jamais été des ennemis. Nous n'étions pas proches. Mais nous n'étions pas adversaires non plus. Il avait juste toujours été le préféré, et il le savait. Et nous avions tous les deux silencieusement convenu de ne jamais en parler. Et, a-t-il dit. Comment ça va? Je vais bien, Gareth. Et Brooke? Comment vont les enfants? Ils vont bien. Écoute, maman n'arrête pas de m'appeler. Elle est vraiment bouleversée. Je sais qu'elle l'est. Elle dit que tu lui as coupé l'accès à tes comptes de streaming. Que tu l'as retiré de ton forfait téléphonique, et que tu as cessé de t'occuper des affaires financières de papa. Tout est vrai. Il y a eu une pause. Luc. Tu ne penses pas que c'est un peu extrême? Gareth. Elle a dit à mon fils de 8 ans que les gens l'aimeraient plus s'il parlait moins. Lors du dîner de Noël. Alors qu'il lui parlait de l'espace. Une autre pause. Plus longue cette fois. Oui, a-t-il dit doucement. C'était méchant. Ce n'était pas seulement méchant, Gareth. C'était la même chose qu'elle m'a faite pendant toute mon enfance. Et je l'ai vu le faire à mon enfant. Et je te le dis tout de suite, j'en ai fini. J'ai fini de subventionner sa vie, pendant qu'elle détruit les gens que j'aime. Elle ne s'excusera pas, tu sais. Je sais. Alors, c'est quoi le but final ici? Il n'y en a pas. Je ne joue pas à un jeu. Je ne participe plus, c'est tout. Si elle veut s'excuser. De véritables excuses. Pas le genre où elle dit désolé, mais fait immédiatement suivre du mot mais. Alors on pourra parler. En attendant, je me retire. Gareth est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. J'aurais dû dire quelque chose à table. Quand elle a dit ça à Oliver. J'aurais dû te soutenir. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. Je suis désolé. Merci, Gareth. Il a fait une autre pause. Pour ce que ça vaut. Je trouve qu'Oliver est un super gamin. Mason pense qu'il est la personne la plus cool du monde. Il n'a pas arrêté de parler des trucs sur l'espace, depuis Noël. Ça m'a vraiment fait sourire. Dis à Mason qu'Oliver lui passe le bonjour. Nous avons raccroché. Et j'ai ressenti quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ni de la colère, ni de la tristesse. Du soulagement. Parce que Gareth venait de confirmer ce que j'avais toujours soupçonné, sans jamais entendre quiconque dans ma famille l'admettre à haute voix. Il l'avait vu. Il avait vu ce que faisait ma mère. Il l'avait toujours vu. Il n'avait juste rien fait pour y remédier. Et maintenant, à sa propre manière silencieuse, il me disait que je n'étais pas fou. Février a apporté la première vague de conséquences. Ma mère m'a appelé en panique, parce qu'elle avait reçu une facture de l'entreprise de sécurité, et ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé Gareth, qui m'a appelé. Elle panique à propos d'une facture de société d'alarme, m'a-t-il dit.
Je lui ai expliqué que c'était moi qui payais ça, et que j'avais transféré la facturation à son nom. Garrett est resté silencieux. Je pouvais presque l'entendre recalculer la quantité de travail invisible que je faisais pour nos parents sans que personne ne s'en rende compte. Une semaine plus tard, ma mère a appelé le conseiller financier pour essayer d'obtenir des informations sur ses comptes et ceux de mon père. Phil m'a appelé par la suite. Luc, ta mère m'a demandé ce qu'était un Roth IRA, m'a-t-il raconté, avec le ton d'un homme à qui on viendrait de demander d'expliquer l'algèbre à un Golden Retriever. Elle voulait savoir pourquoi elle recevait des relevés trimestriels, et ce que les chiffres signifiaient. Elle a dit, c'est Luc qui gérait tout ça d'habitude. J'ai dit à Phil que j'appréciais sa patience. Mais que mes parents devraient trouver un nouveau point de contact à l'avenir. Il m'a souhaité bonne chance. Et il avait l'air de le penser sincèrement. Le mois de mars est arrivé, et avec lui la saison des impôts. Pour la première fois depuis 8 ans. Mes parents ont dû faire leur propre déclaration de revenus. Ma mère m'a appelé 11 fois en un seul samedi de mars. J'ai compté. 11 appels consécutifs. Des messages vocaux de plus en plus frénétiques, à propos des formulaires WE2, des formulaires 1099, et des déductions qu'elle ne comprenait pas. Elle a fini par se rendre dans l'une de ces chaînes de préparation de déclaration de revenus, et a payé 450 € pour un service que je lui fournissais gratuitement. Garrett m'a dit plus tard, qu'elle avait été furieuse du coup. Et qu'elle s'en était plainte pendant un week-end entier. Voici la partie qui va sembler cruelle. Mais j'ai besoin que vous compreniez, dans quel état d'esprit j'étais. Je n'ai pris aucun plaisir à tout ça. Je ne suis pas resté chez moi à me frotter les mains, pendant que ma mère galérait. Il n'y avait aucune satisfaction à la voir patauger. Mais il y avait une clarté impitoyable, à voir pour la première fois à quel point j'en avais fait pour elle. Pendant des années. J'avais été le système de soutien invisible de ma mère. La personne qui faisait en sorte que sa vie tourne rond en coulisses. Pendant qu'elle me disait en face que j'étais le fils de second rang. Le fils qui était, trop. Et maintenant que j'avais arrêté. Toute la structure vacillait. Et tout le monde pouvait voir que la personne qui la soutenait était celle qu'elle estimait le moins. Pendant ce temps, Oliver s'épanouissait. Et je veux dire, vraiment s'épanouissait. Jess et moi l'avions inscrit à un club de sciences à son école. Et en 2 mois, il dirigeait des présentations, organisait les autres enfants, et construisait une maquette du système solaire, qui prenait la moitié de la classe. Son enseignante, une femme nommée Madame Callaway, nous a pris à part lors d'une réunion parents-professeurs et a dit « J'enseigne depuis 22 ans, et je n'ai jamais rencontré un enfant avec les compétences en communication d'Oliver. Il peut expliquer des concepts complexes à d'autres enfants. D'une manière qui leur donne envie d'apprendre. Quoi que vous fassiez à la maison, continuez. » Jess m'a serré la main si fort, que j'ai cru qu'elle allait me briser un os. Nous sommes sortis de cette réunion, sur un petit nuage. Parce qu'il y avait là une enseignante. Une femme dont le métier était de connaître les enfants. Qui nous disait que la qualité exacte que ma mère avait essayé d'écraser, était la plus grande force d'Oliver. J'ai passé le printemps à reconstruire les parties de moi-même, que ma mère avait ébréchées au cours de 3 décennies. Jess m'a suggéré de parler à quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai fait. J'ai trouvé un thérapeute, le Dr Adler, spécialisé dans la dynamique familiale. Et chaque mercredi à 15 h. Je me suis assis dans un fauteuil confortable. Et j'ai déballé 34 ans de remarques me disant que j'étais trop. Ce fut brutal. Ce fut nécessaire. Et ce fut la meilleure chose que j'ai jamais faite pour moi-même. En plus d'épouser Jess et d'avoir Oliver. Le docteur Adler m'a aidé à voir des schémas auxquels j'avais été aveugle. La façon dont je me minimisais dans des environnements professionnels. La façon dont je m'excusais avant de partager une opinion. La façon dont je me faisais instinctivement tout petit, dans n'importe quelle pièce qui me rappelait la table de salle à manger de ma mère. Nous avons travaillé sur tout cela. Lentement, soigneusement. Comme pour désamorcer une bombe qui tournait depuis des décennies. En mai, j'avais l'impression d'être une personne différente. Pas une nouvelle personne. Plutôt comme la personne que j'avais toujours été, sous les couches de conditionnement, que ma mère avait empilées sur moi. J'étais plus bruyant. Plus drôle. Plus présent. Mes collègues du cabinet comptable l'ont remarqué.
Mes amis l'ont remarqué. Jess l'a remarqué plus que quiconque. Te voilà enfin, m'a-t-elle dit un soir, allongée dans le lit. Me regardant avec cette expression d'émerveillement tranquille. J'attendais que tu te montres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as toujours été là-dedans, Luc. Le vrai toi. Celui que ta mère a essayé de modifier. Il est enfin sorti. Et elle avait raison. Il l'était. La confrontation que je n'avais pas planifiée a eu lieu en juin. Jess, Oliver et moi étions à un marché fermier du centre-ville, un samedi matin. Oliver était à un stand, posant environ 9000 questions à un apiculteur, sur la production de miel. Et l'apiculteur adorait ça. Jess et moi étions en retrait, observant la scène en riant. Quand j'ai entendu une voix derrière moi, Luc. Je me suis retourné. Et là se trouvait ma mère. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, à proprement parler. Mais diminuée en quelque sorte. Comme si on l'avait dégonflée. Elle tenait un sac de tomates. Et arborait la même expression qu'elle prenait toujours. Lorsqu'elle essayait de garder le contrôle d'une situation, qui lui avait déjà échappé. Maman, ai-je dit. Jess s'est légèrement rapprochée de moi. Pas devant moi, juste à mes côtés. Présente, solide. J'ai essayé de te joindre, a déclaré ma mère. Je sais que tu n'as répondu à aucun de mes appels. Je le sais aussi. Elle a jeté un coup d'œil à Oliver. Qui tenait maintenant un pot de miel à la lumière du soleil. Et demandait à l'apiculteur, pourquoi il y avait différentes couleurs. Une lueur, indéfinissable, a traversé son visage. Je ne pouvais pas dire si c'était de la tendresse ou de l'irritation. Et le fait que je ne puisse pas faire la différence, disait tout. On peut parler, a-t-elle demandé. On peut parler juste ici. Elle a regardé autour d'elle. Mal à l'aise d'avoir cette conversation en public. Ma mère pensait que les affaires de famille devaient rester derrière des portes closes. Ce qui était pratique, quand on était celle qui causait des dégâts derrière ces portes. Très bien, a-t-elle cédé. Je pense que tout cela a assez duré. Quel message penses-tu faire passer, au juste? Que tu es en colère à propos de Noël. À propos de ce que j'ai dit. Que as-tu dit, maman? Dis-le-moi précisément. Elle a déplacé son poids d'une jambe sur l'autre. J'ai fait un commentaire à Oliver, sur son bavardage. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment. Un commentaire. Tu as dit à un enfant de 8 ans, que les gens l'aimeraient plus s'il parlait moins. Au dîner de Noël, devant toute sa famille. J'essayais de l'aider, Luc. Le monde ne va pas être aussi gentil que toi. Quelqu'un finira bien par le lui dire. Et je préfère que ça vienne de la famille. J'ai réellement ri. Le genre de rire qui sort quand quelqu'un dit une chose si fondamentalement fausse, que votre corps ne sait pas comment répondre autrement. Maman. Laisse-moi te dire une chose sur Oliver. Que tu saurais si tu l'avais jamais vraiment écouté. Son enseignante dit qu'il est le meilleur communicateur qu'elle ait vu en 22 ans. Il anime des présentations. Il rend les autres enfants passionnés par la science. Il s'approche d'apiculteurs sur les marchés fermiers, et il illumine leur journée. Ce n'est pas un défaut. C'est ce qu'il est. Et il est extraordinaire. Ma mère a ouvert la bouche. Mais je n'avais pas terminé. Et voici la partie que tu as vraiment besoin d'entendre. Tu m'as fait la même chose. Toute mon enfance. Tu as passé 30 ans à me dire que j'étais trop. Que j'avais besoin d'être plus comme Gareth. Et je t'ai cru. J'ai passé des années à me faire tout petit. Parce que ma propre mère m'avait dit que je prenais trop de place. J'ai 34 ans. Et je commence tout juste, avec l'aide d'un thérapeute, à réparer les dégâts que tu as causés. Son visage a changé. Il ne s'est pas adouci. Plutôt comme s'il s'était fissuré. Comme un masque sur lequel se développeraient de fines fractures. Je ne voulais pas te faire de mal. J'essayais de te préparer pour le monde. Tu ne me préparais à rien. Tu me remodelais pour que je devienne quelqu'un, qui ne te dérangerait pas. Il y a une différence. Jess est intervenue. Elle était restée silencieuse pendant tout ce temps. Mais elle a pris la parole à présent. Et quand Jess parle, on l'écoute. Parce qu'elle ne gaspille pas ses mots. Diane, a-t-elle dit.
je travaille avec des enfants tous les jours. Des enfants qui donneraient n'importe quoi, pour avoir la capacité d'Oliver à s'exprimer. Ce que vous lui avez dit à ce dîner, n'était pas constructif. Et ce n'était pas de l'amour. C'était cruel. Et le fait que vous puissiez vous tenir ici, 6 mois plus tard, et toujours le présenter comme une aide, me dit que vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Jess n'avait jamais affronté ma mère directement, durant toutes les années où nous étions ensemble. Elle s'était mordu la langue à 100 dîners. Et avait souri à travers tout ça. Parce qu'elle essayait de maintenir la paix. Mais la paix était terminée. Et Jess ne souriait plus. Je veux voir mon petit-fils, a déclaré ma mère. Et pour la première fois, sa voix s'est brisée. Pourquoi, ai-je demandé. Et ce n'était pas une question rhétorique. Pourquoi veux-tu le voir? Parce qu'à chaque fois que tu es près de lui, tu passes toute la visite, à essayer de le faire se sentir moins que ce qu'il est. Tu le fais taire. Tu le corriges. Tu lui jettes ce regard. Le même que tu avais l'habitude de me jeter. Comme s'il te faisait honte. Juste en étant en vie. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé le sol. Luttant contre quelque chose, avec laquelle je ne l'avais jamais vu se battre auparavant. Ma mère avait toujours une réponse. Toujours une dérobade. Mais debout dans un marché fermier, tenant un sac de tomates, elle n'avait rien. Parce que c'est mon petit-fils, a-t-elle finalement dit. Et il me manque. Alors tu dois faire le travail, ai-je répondu. Va en thérapie. Comprends pourquoi tu ressens le besoin de contrôler tous ceux qui t'entourent. Et si tu peux vraiment faire ça. Pas juste y aller 2 fois. Et dire que c'est fait. Alors peut-être que nous pourrons discuter d'une visite supervisée. Mais je te le dis tout de suite. Si tu dis encore une chose pareille à mon fils, tu ne le reverras jamais. Ni pour les fêtes. Ni pour les anniversaires. Ni pour la remise des diplômes. Jamais. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a fait une chose, que je ne lui avais jamais vu faire. Elle a hoché la tête. Juste un petit signe de tête fatiguée. Comme une femme, qui a finalement épuisé tous les moyens d'éviter la vérité. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, Luc. Elle a fait demi-tour. A marché jusqu'à sa voiture avec ses tomates. Et s'est éloignée. Je l'ai regardé partir. Et j'ai senti un sentiment complexe s'installer en moi. Ce n'était pas de la victoire, ni de la satisfaction. Plutôt la sensation qu'on a, quand on pose quelque chose de très lourd. Qu'on a porté pendant si longtemps, qu'on a oublié ce que ça faisait, de se tenir bien droit. C'était il y a 8 mois. Ma mère a commencé une thérapie en août. Gareth m'a dit qu'elle voyait un psychologue à Waterloo 1 semaine sur 2. Et qu'elle détestait ça. Ce qui, honnêtement, me laisse penser que ça marche. Les gens qui apprécient la thérapie dès le premier jour, ne sont généralement pas ceux qui en ont le plus besoin. Nous n'avons pas encore organisé de visite. Nous avons eu 2 appels téléphoniques. Tous 2 brefs. Tous 2 maladroits. Mais tous 2 remarquablement dépourvus de critiques à l'égard d'Oliver. Elle a posé des questions sur son école, et son club de sciences. Elle n'a pas émis d'opinion. Elle s'est contentée d'écouter. Ce qui, pour ma mère, équivalait à peu près à gravir l'Everest en sandales. Je ne suis pas assez naïf, pour croire qu'elle est guérie. Mais elle essaie. À contre-cœur. Inconfortablement. Contre tous les instincts de son corps obsédé par le contrôle. Et cela me dit qu'elle m'a entendu. Peut-être pour la première fois de sa vie. Oliver a 9 ans maintenant. C'est toujours l'enfant qui parle à tout le monde. Qui pose 1 million de questions. Qui illumine chaque pièce dans laquelle il entre. Mais c'est aussi un enfant qui sait, que son père partira en guerre pour lui. Pas avec des poings, pas avec de la cruauté. Mais avec des limites, de l'honnêteté, et le genre d'amour qui dit, je ne laisserai personne te rabaisser, même si cette personne est de la famille. Jess et moi sommes plus forts que jamais. Elle me dit, que de tenir tête à ma mère lors de ce dîner. A été le moment où elle est retombée amoureuse de moi, une fois de plus. Je lui dis quelle est la raison pour laquelle j'ai eu la force de le faire. Parce qu'elle m'a montré ce que c'était que d'être aimé sans condition. Quant à moi,
Je parle plus aujourd'hui que je ne l'ai jamais fait. Je suis plus bruyant au travail. Je suis plus drôle avec mes amis. Je raconte des histoires lors des dîners. Et je ne me censure plus à mi-chemin. Je suis, selon les anciens standards de ma mère. Absolument, trop. Et c'est une sensation incroyable. Certaines personnes liront ceci, et penseront que j'ai été trop dur. À ces personnes, je dirais ceci, il y a une différence, entre accorder sa grâce à quelqu'un, et lui fournir une cible. J'ai accordé ma grâce à ma mère pendant 34 ans. Et elle l'a utilisée pour s'en prendre à un enfant. Mon enfant. La ligne n'est pas seulement tracée, elle est coulée dans le béton. Oliver m'a demandé l'autre jour, si je pensais que grand-mère devenait plus gentille. Je lui ai répondu que je pensais, que grand-mère apprenait de la même façon que lui apprenait de nouvelles choses à l'école. Certaines leçons sont plus dures que d'autres, et certaines personnes ont besoin de plus de temps. Il y a réfléchi une seconde. Et a dit, peut-être qu'elle devrait rejoindre mon club de science. On est très patient avec les nouveaux. Et voilà. Mon fils. Trop selon certains. Exactement ce qu'il faut, selon tous ceux qui comptent.